périodique. Alors, je vais vous mettre. N'hésitez pas déjà si vous avez des des petites questions, vous pouvez tout à fait les mettre dans le chat. Je ne sais pas si je les verrai au fur et à mesure, mais voilà, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et comme ça on prendra le temps pour y répondre à la fin de cette session. Je vais vous demander donc, comme je vous l'ai dit, de plutôt désactiver vos micros pour pas gêner cette petite présentation. Et puis au long de la présentation, il va y avoir des sondages interactifs. Donc normalement, vous verrez s'afficher des petits sondages directement en ligne sur lesquels vous pourrez cliquer pour démêler le vrai du faux sur la certification périodique. Donc moi, je suis le docteur Noémie de Paris, je suis médecin généraliste et je suis aussi coordinatrice pédagogique de Médéré. Donc Médéré, c'est un organisme de formation continue qui existe depuis 2019 et on est vraiment engagé auprès de tous les professionnels de santé pour leur proposer des formations de qualité, des formations sur plein de thématiques variées, sur plein de modalités avec donc du présentiel, de l'e-learning, de la classe virtuelle. On essaye vraiment de faire des choses qui vous soient utiles, qui changent vos pratiques et qui soient pertinents pour vous, adaptés à votre pratique. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site, vous balader pour regarder et trouver la formation qui vous intéresse. Alors, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, depuis le 1er janvier 2023, on est donc sous le régime, on pourrait dire ça comme ça, de la certification périodique. Et donc, bah, en fait, on va voir ensemble ce soir ce que ça veut dire que la certification périodique. Et puis surtout, bah, est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que nous, est-ce que chacun d'entre nous est à jour? Et comment savoir en fait si on est à jour? Alors, je vais vous proposer un premier petit quiz, hop, que je vais lancer. Alors, la première question, elle est là. Donc, première affirmation, c'est les obligations sont identiques pour toutes les professions et toutes les spécialités. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux selon vous? Donc, est-ce que dans la certification périodique, tous les professionnels de santé et toutes les spécialités pour les médecins ont les mêmes obligations? Je laisse quelques minutes. Donc globalement, enfin presque la moitié dit vrai, que donc ce serait tous, on aurait tous les mêmes obligations, et puis certains répondent de 30% sont sur faux et 17% sur je ne sais pas. Eh ben, on va voir ensemble que c'est en fait faux et c'est le rôle du référentiel qui a été publié cette année en février 2026. Alors c'est un référentiel qui fait 1468 pages, donc je vous confirme que c'est pas évident à lire, mais en fait c'est que c'est détaillé pour chaque profession et donc même chez les médecins, chaque spécialité qui a défini ce qui rentre dans les quatre blocs dont on va reparler après pour cette certification périodique. Mais donc les obligations sont pas toutes les mêmes pour toutes les professions de santé et sont pas même pour toutes les spécialités, sont pas les mêmes non plus. En fait, qui est concerné par la certification périodique? C'est donc les sept professions de santé à ordre. Donc les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les kinés, les pharmaciens, les infirmiers, les podologues. Et cette obligation, donc, elle court depuis le 1er janvier 2023. Donc ça fait maintenant plus de 3 ans que l'obligation a commencé. Sauf qu'en fait, tous les textes n'étaient pas encore sortis. Et donc c'est pour ça que là, cette année, enfin, il y a eu au fur et à mesure des années des nouveaux textes qui sont sortis. Et puis cette année, le plus important, c'était donc le référentiel qui est arrivé pour préciser vraiment ce qu'on attend dans la certification périodique. Je vous propose maintenant une deuxième petite affirmation. Donc je vais vous remettre de la même manière le petit sondage. Alors, la deuxième question, enfin, ou la deuxième affirmation, donc de la même façon, vous pouvez répondre vrai, faux, je ne sais pas. Et l'affirmation, c'est je suis remplaçant ou bientôt retraité, je dois aussi valider la certification périodique.
Donc globalement, la grande majorité d'entre vous, à plus de 80%, répond vrai. Et donc, vous l'avez vu là, c'est donc vrai. Hop, je vais me remettre là. Euh, Vrai, effectivement, puisque tous les professionnels inscrits à un ordre et exerçant même ponctuellement sont soumis à cette obligation de certification périodique. Et l'obligation s'applique jusqu'à la fin effective de l'activité établie auprès des ordres, enfin de notre ordre respectif. Donc effectivement, même si on est remplaçant, même si on est bientôt retraité, ben, en fait, pour le temps qu'on exerce, on est soumis à la certification périodique. Et donc ça, pour vous faire un petit point sur les durées, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'obligation, elle est apparue au 1er janvier 2023. Et donc ce qui a été établi, c'est que ce serait donc des cycles de certification périodique qui, globalement, ces cycles dureraient 6 ans. Et donc à partir du 1er janvier 2023, pour tous les nouvelles installés, cette durée de cycle est de 6 ans. Et par exception, ils ont fait du coup pour la première période le premier cycle, une durée de 9 ans pour les professionnels qui étaient déjà installés avant le 1er janvier 2023. Sauf que vous voyez que dans cette période de 9 ans, bah, déjà 3 ans se sont écoulés avant qu'on ait bien tous les textes et tous les référentiels pour la certification périodique. Donc, en fait, à partir de maintenant, on a de nouveau 6 ans. Et puis, pour tous les prochains cycles, ce sera à nouveau 6 ans, des cycles de 6 ans dans la certification périodique. Je vous propose une nouvelle petite affirmation avec un nouveau petit sondage. Donc, la certification, c'est comme le DPC, personne ne vérifie vraiment si je le fais ou pas. Donc, le DPC, développement professionnel continu, sous lequel on était actuellement avec des triennales, donc des périodes de 3 ans de formation. Là, donc, vous voyez, on passe sous un régime plutôt de la certification périodique sur des durées de 6 ans. Et donc, selon vous, est-ce que si on le fait, si on ne le fait pas, voilà, est-ce qu'il y aura une vérification particulière? Donc globalement, vous avez répondu en grande majorité, 76% pour être exact, effectivement que c'était faux. Et je suis d'accord avec vous. Donc c'est faux parce qu'en fait, c'est vraiment, ça a été établi aussi de façon réglementaire. Ce sont les 7 ordres professionnels qui ont la mission légale de contrôler la certification. Avec ce qui est établi, c'est des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la suspension d'exercice si il y a un non-respect répété de la certification périodique. Donc, ce qui a été prévu globalement, c'est que, il y aurait donc un accompagnement par les ordres professionnels. Puis, si effectivement c'est pas la certification périodique n'est pas validée après accompagnement, eh ben, des sanctions pouvant être faites. Ça, c'est sur le plan de la vérification par les ordres. Et puis, il a également été établi qu'il y aurait un téléservice géré par l'Agence du numérique en santé, enfin mis en place par l'Agence du numérique en santé, qui s'appellera Massertif Pro Santé et qui sera censé justement récupérer toutes les données de tout ce que vous avez fait, tout ce qui peut rentrer dans la certification périodique et qu'on va développer ce soir après. Et pour que tout soit référencé à un endroit, ça sera donc l'objet de ce téléservice Massertif Pro Santé. Alors, je vous propose un nouveau petit sondage. Donc, en faisant 1 à 2 formations par an, j'ai rempli mes obligations. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous savez pas? Donc, en gros, si allez, je fais 1 à 2 formations par an, est-ce que je peux me dire que c'est bon, j'ai rempli ce que je devais faire dans la certification périodique? Donc la moitié dit faux, et puis après un tiers dit vrai, le reste ne sait pas vraiment. Et ben en fait c'est un peu les deux, parce qu'en fait avec 1 ou 2 formations par an sur 6 ans, on peut avoir rempli, mais tout dépend ce qu'on a fait.
En fait, l'objectif, c'est que les professionnels de santé doivent avoir réalisé au minimum 8 actions réparties sur 4 blocs. Je vais vous représenter les blocs ensuite. Et dans chaque bloc, en fait, donc il y a 4 blocs, 4 grands thèmes. Et dans chaque bloc, il faut avoir réalisé 2 actions par bloc sur donc une période de 6 ans. Euh, à une formation par an, on n'y est pas, mais à 2 formations par an, potentiellement, en fonction des thématiques des formations, et on va voir ça plus tard, on peut effectivement avoir validé sa certification périodique. Alors, on passe tout de suite à un autre petit sondage, qui est donc prendre soin de ma santé personnelle, c'est aussi de la certification. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou est-ce que vous ne savez pas? Donc, selon vous, est-ce que prendre soin de sa santé personnelle en tant que professionnel de santé, est-ce que ça peut faire aussi partie de la certification périodique? Vous êtes plus de 60% à dire que c'est vrai, selon vous. Euh, mais il y en a à peu près une vingtaine de pourcents qui ne sait pas ou qui dit faux. Donc effectivement, c'est bien vrai. C'est un des axes, c'est un des 4 blocs de la certification périodique que le bien-être des professionnels. Et donc, c'est assez large dans ce bien-être du professionnel, mais il y a, vous le verrez, des items comme avoir un médecin traitant déclaré, justifier une activité physique régulière, réaliser une auto-évaluation de son état de santé via un questionnaire normé. Tout ça, ce sont des items et ça fait partie de la certification périodique. Euh, Parce que c'est ce qu'on entend souvent, je trouve, dans nos études, c'est que pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Mais c'est vrai que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Donc voilà, c'est aussi une des parts qu'a voulu mettre en place cette certification périodique, c'est aller plus loin dans la qualité des soins apportés et en pensant aussi au soignant lui-même. Je vais donc maintenant vous présenter les 4 blocs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment ça ce qu'on retrouve pour tous les professionnels de santé. C'est quand on disait tout à l'heure qu'il y a des différences entre les professionnels ou entre les spécialités. En fait, ces 4 blocs, eux, ils sont vraiment communs pour tous les professionnels dans la certification périodique. Et donc les 4 blocs, le premier, c'est actualiser mes connaissances et mes compétences. Donc on est vraiment là sur le fait de mettre à jour, notamment par la formation, par la revue, la lecture de revues scientifiques, par plein de façons, l'accompagnement d'étudiants. Voilà, il y a vraiment plein de façons de montrer qu'on continue de mettre à jour ses connaissances, qu'on continue de faire évoluer ses compétences avec les évolutions aussi de la science, de l'évolution des pratiques de la réglementation. Enfin, tout ça, ça rentre dans le fait de continuer à se mettre à jour perpétuellement, ce qui est indispensable pour le professionnel de santé. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est renforcer la qualité de mes pratiques professionnelles. Donc là, on va plus vers vraiment l'évaluation des pratiques professionnelles, c'est-à-dire pas seulement je connais, je sais ce qu'il faut bien faire, mais est-ce que dans la vraie vie, est-ce que dans la pratique, est-ce que dans ce que je fais tous les jours, je fais ce qu'il faut faire, je fais ce qui est recommandé, je fais ce qui est adapté. Et donc, ça regroupe, peut-être vous avez déjà participé sur ces dernières années à des évaluations des pratiques professionnelles notamment avec des questionnaires d'audit clinique ou des tests de concordance de script ou de la simulation. Enfin, c'est tous des éléments qui vont permettre en fait d'aller évaluer si en pratique je fais correctement ce que je dois faire. Le bloc 3, c'est vraiment ça axé sur améliorer la relation avec mes patients. Et donc, on va là dans tout ce qui est communication avec les patients, relation avec les patients, accompagnement des patients. Je vous repréciserai aussi après les points spécifiques pour certaines spécialités et certaines professions de santé. Mais voilà, on est vraiment dans ce côté lien avec les patients, accompagnement, relation, information qui soit adapté aux patients.
Et enfin, le quatrième bloc, c'est quand je vous en ai déjà parlé, c'est mieux prendre en compte ma santé personnelle. Et donc ça, je vous l'ai défini déjà un petit peu tout à l'heure, et puis on va le revoir ensuite dans les quatre blocs. Mais donc vous avez cette partie-là qui est vraiment axée sur le professionnel de santé lui-même, sur le soignant et sur comment bah, on fait chacun de nous pour faire en sorte de rester en bonne santé nous aussi. On arrive maintenant sur notre dernier petit sondage. Et donc, je vous le propose là, c'est toutes les formations faites comptent pour la certification. Est-ce que, quelle que soit la formation que je fais, elle pourra compter dans ma certification? Alors, globalement, c'est plutôt plus de la moitié dit faux à, à cette question. Et donc, on va voir effectivement ensemble que c'est effectivement faux. Déjà parce que les actions d'un même bloc ne peuvent pas être identiques, c'est-à-dire je ne pourrais pas faire deux formations du même type sur le même sujet et que ça compte pour deux actions, puisque vous vous souvenez, dans chaque bloc, il faut avoir fait deux actions. Donc, mais voilà, ça ne peut pas être deux actions identiques dans un même bloc. Et les formations doivent être aussi réalisées soit par un organisme DPC, soit par un organisme Calliope. Ou bien, si ce n'est pas le cas, elles doivent être labellisées par votre propre Conseil national professionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans le référentiel, il y a la possibilité de ce qu'ils appellent soit formation hors liste, soit action libre. Et donc, ça veut dire que vous pouvez aller demander à votre Conseil national professionnel s'il valide cette formation, par exemple, pour être mise dans votre certification périodique, mais ça sera en fonction des règles du Conseil national professionnel. Le Conseil national professionnel, il est donc propre à chaque profession de santé. Et même chez les médecins, il y en a, il y a celui pour les médecins généralistes qui est le Collège de la médecine générale, et puis celui pour les spécialités. Et après, pour les spécialités, chaque spécialité a décliné son référentiel. Je vous le disais, c'est donc deux actions par bloc. Et donc, si on va maintenant voir qu'est-ce qu'il y a dans chacun des blocs, enfin, que peut contenir chacun des blocs, ben, je vous ai mis là vraiment le côté en pratique. Donc, dans le bloc 1, vous vous souvenez, c'était le côté compétences, connaissances, connaissances, compétences. Et donc, bah, pour remplir ce bloc 1, vous pouvez faire des actions soit de formation continue, donc DPC, Calliope, soit des DU ou des DU, la participation à des journées de colloque, du tutorat, de la maîtrise de stage, de la revue bibliographique, des journaux club, des tests de lecture. Donc, vous voyez, là, ça fait une petite synthèse et ça, c'est vraiment ce qui est globalement admis pour toutes les professions et toutes les spécialités. Dans le bloc 2, c'est donc l'évaluation de ses pratiques professionnelles, enfin le côté améliorer la qualité de mes pratiques professionnelles. Là, on va être donc plus sur des formations de type analyse de pratique ou de type gestion des risques, audit clinique, la participation à des RCP, des registres, la participation à des bases de données, des groupes d'analyse de pratique, ou même on peut retrouver aussi le côté publication en premier auteur. Dans le bloc 3, qui est donc axé sur la relation avec le patient, là, on va retrouver tout ce qui est formation, relation, communication, ou bien même tout ce qui va être des actions avec des associations de patients, les dispositifs d'annonce, des groupes d'analyse de pratiques centrés sur la relation, comme les groupes Balint, par exemple. Enfin, on va vraiment voilà, trouver ce qui se rapproche, ce qui rentre dans le champ de la relation avec les patients. Et enfin, dans le bloc 4, qui est donc là, prendre soin de sa santé, on retrouve quand même aussi des formations dans tout ce qui va être gestion des risques professionnels, mais du coup, c'est beaucoup plus large avec le côté prévention en santé, le côté dimension psychologique, dimension sociale. Et derrière ça, il y a par exemple le fait d'avoir pris son congé maternité, le fait d'avoir une mutuelle, une prévoyance. Je vous le disais tout à l'heure en exemple, mais il peut y avoir aussi dans ce bloc 4 le fait d'avoir un médecin traitant qui a été consulté dans l'année, le fait de remplir une auto-évaluation en santé, le fait de participer à des groupes d'analyse de pratique. Donc voilà, globalement, ça va être tout ce qui va être de l'ordre de
je prends soin de moi en tant que soignant. Ça, c'était donc les choses assez générales. Et puis après, j'ai souhaité vous présenter des particularités en fonction des différentes spécialités ou professions. Donc j'ai pris celles qui sont le plus représentatives chez Médéré. Le premier, c'est les particularités pour les médecins généralistes. Globalement, donc les quatre blocs que je vous montrais précédemment, c'est vraiment adapté aux médecins généralistes. Mais attention, il y a une particularité pour les médecins généralistes, c'est que 18 pratiques de soins alternatives ont été exclues. Donc, quand on disait tout à l'heure, bah, je peux faire n'importe quelle formation, ça rentrera dans la certification périodique. Eh ben non, par exemple, puisque pour les médecins généralistes, faire de la médecine, une formation en médecine à visée esthétique ne pourra pas être compté comme de la certification périodique du médecin généraliste. Donc, vous voyez là, il y a vraiment eu voilà, cette liste des 18 pratiques qui a été mise en place par le Collège de la médecine générale pour cadrer un peu ce dans quoi le professionnel peut développer ses connaissances et ses compétences. Il y a une particularité maintenant pour les pédiatres, c'est que les pédiatres, il faut deux actions de formation DPC pour compter comme une action dans un bloc. Je ne peux pas vous dire pourquoi il y a eu cette règle-là mise, mais voilà, c'est la spécificité des pédiatres. C'est le seul à avoir cette spécificité-là. Mais donc, voilà, pour les pédiatres, deux formations de DPC, ça ne compte que comme une action, alors que pour tous les autres professionnels, c'est une action de DPC, de formation de DPC, qui compte pour une action dans un bloc. Les autres particularités pour les pédiatres, c'est que, et ça on va les retrouver aussi pour les autres spécialités, mais globalement, tout ce qui est enseignement aussi, le fait de participer à l'enseignement, peut compter comme une action. Le fait d'avoir fait de la publication, des communications orales, des affiches, des revues, ça compte aussi pour ce bloc 1 chez les pédiatres. Le fait de participer à un comité éditorial de revue scientifique, ça peut rentrer aussi dans ce bloc 1 de connaissances et compétences. Les particularités pour les pédiatres dans le bloc 2, c'est aussi qu'il est amené le côté travaux et missions d'expertise. Par exemple, être expert auprès de la HAS ou auprès d'une société savante, d'une agence du médicament, par exemple. Ou voilà, toutes ces expertises et missions d'expertise-là, elles peuvent tout à fait rentrer dans ce bloc 2 qui est, je le rappelle, le côté qualité des pratiques. Euh, et puis pour les particularités pour les pédiatres du bloc 3, c'est notamment qu'ils évoquent la formation au numérique en santé, ce qui est assez intéressant. Ils développent aussi tout ce qui est donc éducation thérapeutique des patients, les patients traceurs, toutes les actions de promotion de la santé environnementale, de l'éco-responsabilité, rentrent aussi dans ce côté relation avec les patients. Et puis tout ce qui va être aussi patients vulnérables ou inégalités sociales en santé font partie de ce bloc 3 pour les pédiatres. Je vous présente maintenant les particularités pour les gynécologues. Alors les gynécologues, ils ont l'accréditation HAS qui peut rentrer aussi dans la certification périodique, en particulier pour ce bloc 1, qui est connaissances compétences. Ils ont aussi tout ce qui va être revue de morbimortalité, réunion RCP, CREX, c'est les retours d'expérience, les staffs, mais aussi les patients traceurs. Et donc ça rentre plutôt dans la partie d'évaluation des pratiques professionnelles, et donc dans le bloc 2. Et puis dans le bloc 3, on retrouve comme pour les pédiatres, mais le côté ETP, e-santé, patient traceur qu'on retrouve aussi dans ce bloc 3, ou à nouveau l'accréditation qui peut faire donc soit partie du bloc 1, soit partie du bloc 3. Les particularités maintenant pour les psychiatres. Donc, dans le bloc 1 des psychiatres, on va retrouver tout ce qui est formation continue, DPC, donc ça c'est assez classique, mais aussi tout ce qui va être revue bibliographique, psychothérapie didactique personnelle. Dans le bloc 2, donc qui est le côté évaluation des pratiques, qualité des pratiques, on va retrouver tout ce qui va être formation en analyse de pratiques, en gestion des risques,
les audits cliniques, mais il précise aussi tout ce qui va être groupe de pairs, supervision, intervision. Et puis là, pour les psychiatres, ils ont aussi précisé sur les types d'actions. Et donc, ils parlent beaucoup de tout ce qui va être simulation, jeu de rôle ou test de concordance de script, les TCS, qui permettent d'aller voir justement, comme je vous le disais tout à l'heure, sur ce côté, bah, est-ce que ce que je fais dans la vraie vie et donc que je vais essayer de reproduire en simulation, en jeu de rôle ou en TCS, c'est adapté aux recommandations ou à ce qu'il faut faire, euh, voilà, ce qui est recommandé globalement. Et enfin, il y a aussi tout un bloc 4 donc, qui est pour la santé des professionnels, qui est assez détaillé, notamment sur tout ce qui va être formation à la prévention des violences sexistes et sexuelles, des violences aux soignants, euh, formation aussi sur la relation patient, qui rentre à la fois dans le bloc 3 mais aussi dans le bloc 4 pour les psychiatres. Tout ce qui va être aussi donc santé personnelle, enfin, et donc dans le cadre des formations qui vont être portées sur la santé personnelle, sur les risques psychosociaux. Il développe aussi le côté ergonomie du lieu de travail, qu'on retrouvera aussi chez les chirurgiens dentistes, on va le voir après. Ils reprennent évidemment aussi la psychothérapie individuelle. Et puis, chose plus étonnante, mais voilà, qui existe pour les psychiatres, c'est qu'il y a tout ce qui est aussi activité culturelle régulière en tant qu'acteur ou spectateur. Donc, musique, théâtre, danse, ça fait partie de la certification périodique et ça fait partie de ce bloc 4 de prendre soin de sa santé. On va donc maintenant voir les particularités pour les chirurgiens dentistes. Alors là aussi, ils ont une particularité pour vous, les chirurgiens dentistes, c'est que il est précisé dans le référentiel de certification périodique que vos formations doivent être d'une durée minimale de 6 heures pour tout ce qui est formation. Et pour tout ce qui est travaux pratiques, la durée minimale pour être validée comme une action de certification périodique, c'est 3 heures. Il y a toute une liste dans le référentiel que je vous invite à aller voir de thématiques qui sont vraiment spécifiques à l'odontologie pour tout ce qui va être bloc 1 et bloc 2. Donc globalement, tout ce qui va être connaissances, compétences, pratiques. Ben là, ils ont listé toutes les pratiques propres aux chirurgiens dentistes. Et puis peut-être les particularités sur le bloc 4, c'est que il va y avoir tout ce qui est formation bah, aux accidents d'exposition au sang, à la gestion des déchets, à la radioprotection à la gestion des produits à risque et donc notamment des biocides. Et donc ça, c'est vraiment dans ce côté, bah, prendre soin de soi en tant que soignant dans sa gestion du cabinet, dans tout ce qui est ergonomie. Et puis eux aussi, il y a une grande part sur le côté violence et savoir gérer, enfin en tout cas euh, se former pour à la fois repérer mais aussi éviter les violences. Et donc, il parle à la fois de tout ce qui va être violence sexiste et sexuelle, mais aussi tout ce qui va être violence faite contre les soignants, ou alors même violence entre les soignants, où il précise même du coup avec les étudiants en santé. Donc, je trouve ça assez intéressant qu'il y ait globalement cette vision très large sur le fait d'être formé aux violences et d'y faire attention. Maintenant, nous allons voir les particularités pour les sages-femmes. Et ce sera les dernières particularités pour ce soir. Donc, les sages-femmes, c'est celles qui ont le référentiel le plus détaillé, avec le plus de pages pour leur spécialité ou leur profession. Donc voilà, il est vraiment bien précisé que les actions doivent répondre à tout ce qui est méthodologie HAS. Et ce que je trouvais intéressant, parce qu'on retrouve les choses assez classiques, mais notamment, il est aussi dit tout ce qui va être action en situation de travail. Et ça, c'est vrai que dans le monde de la formation, on va de plus en plus vers ce type d'action, d'action de formation en situation de travail. Et donc là, ça a été souligné dans le référentiel des sages-femmes. Donc je trouvais ça intéressant de dire qu'on, dans cette notion d'évaluation des pratiques, on parlait tout à l'heure de simulation, de jeu de rôle. C'est vrai que c'est un premier pas, mais si on veut aller encore plus loin dans l'évaluation des pratiques, eh ben, c'est probablement par ces actions en situation de travail. La particularité pour les sages-femmes, c'est qu'il est bien défini dans le bloc 1. Donc l'enseignement, la formation, ça j'en ai déjà parlé pour d'autres, mais il est précisé là, pour les sages-femmes aussi tout ce qui va être jury de thèse, mémoire, participation en tant que jury à des concours ou des examens. Et puis bah, dans ce bloc 1, il y a aussi tout ce qui est test de concordance de script qui est souligné pour le côté développement des connaissances et compétences.
Pour le bloc 2, on retrouve, comme pour les gynécologues tout à l'heure, le côté RMM, RCP, CREX, donc qui va être tout ce qui est surtout en établissement de santé. Et puis après, ben, on retrouve le côté simulation, mais aussi le côté éducation thérapeutique des patients. J'en ai pas parlé encore, mais c'est vrai qu'on le retrouve dans certains référentiels où il y a quand même beaucoup le fait d'aller développer des actions en lien avec son territoire et donc notamment en lien avec les CPTS desquels on dépend. Il y a un axe aussi important qui est mis chez les sages-femmes sur ce côté soins éco-responsables. Et puis, la particularité, c'est aussi qu'on retrouve que chez les sages-femmes, c'est aussi le fait de remplir l'AFGSU, qui est donc l'attestation des gestes de premier secours, qui rentre dans ce bloc 2 pour les sages-femmes. Les particularités pour les sages-femmes dans le bloc 3, qui est donc le côté relation avec les patients. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il souligne le fait de faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap. Et on le retrouve que pour les sages-femmes. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a des idées que certains ont eues et que voilà, qu'il n'y a peut-être pas eu d'échange entre tous les professionnels et tous les CNP de toutes les spécialités, mais que à terme, peut-être ça serait intéressant de recroiser un peu tous ces référentiels. Là encore, il y a un gros axe mis sur le côté violences faites aux femmes et notamment le repérage des violences faites aux femmes. Et puis tout ce qui va être PROMS, PRUMS, qu'on retrouve aussi un peu, je crois, chez les gynécologues ou dans d'autres spécialités, mais qui sont là vraiment le côté d'aller mesurer la qualité des pratiques au travers du vécu des patients à partir de questionnaires qui sont validés. Mais voilà, vraiment partir du patient. euh, pour évaluer les pratiques. Et puis, il souligne aussi le côté, dans la relation avec le patient, le fait de savoir accompagner le patient dans ses droits. Et ça, je trouve ça aussi intéressant, dont vous voyez tout à l'heure dans le côté vulnérabilité ou précarité de certains patients, enfin accompagnement de ces patients qui, des fois, ont besoin d'un peu plus de soutien. Aussi pour comprendre le système de santé. Donc là, je vous ai présenté un petit peu, voilà, tout ce, là où on en est actuellement sur la certification périodique. N'hésitez pas à mettre vos questions. Je vais regarder, je crois il y en a quelques-unes, donc je vais peut-être prendre quelques minutes pour y répondre. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre dans le chat vos questions. Et puis, je vous montre après bah, comment on fait pour faire le point pour soi-même, pour savoir où on en est. Parce que bah, voilà, une fois que je vous ai présenté ça, l'idée c'est que chacun puisse aussi pour soi-même se dire bah, où est-ce que j'en suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'organise ma certification périodique pour les années à venir. Alors, je vous réponds déjà aux premières questions qui sont arrivées. Il y avait qui va contrôler et de quelle manière. Donc ça, je l'ai présenté, mais peut-être la personne n'était pas encore arrivée. Mais donc enfin, ce qui est prévu dans les textes officiels, c'est que ce soit les ordres de chaque profession qui contrôlent, avec l'aide donc de ce téléservice M'Assertif Pro Santé. Euh, et après, bah, propre à chaque ordre, j'imagine, de s'organiser pour contrôler, accompagner, sanctionner s'il y a besoin. Que signifie test de concordance de script? Alors, les tests de concordance de script, c'est une méthodologie validée par la HAS qui permet en fait, à partir de petites vignettes cliniques, d'aller évaluer si notre raisonnement. C'est vraiment un moyen d'aller évaluer le raisonnement de la personne en partant de vignettes cliniques, donc qui permet d'être très ancré sur la pratique. Je disais tout à l'heure, ces dernières années, c'était beaucoup développé tout ce qui est audit clinique pour l'évaluation des pratiques professionnelles. C'est ces fameux petits questionnaires faits à partir de recommandations de bonnes pratiques où vous deviez dire à partir de vos dossiers patients si oui ou non vous aviez bien fait tel item ou tel item. Bah voilà, c'est un type d'évaluation des pratiques professionnelles, mais c'est vrai que le fait d'utiliser les tests de concordance de script, ça permet d'être encore plus ancré sur le côté raisonnement, c'est-à-dire comment je raisonne et si j'avais vraiment ce patient-là en face de moi, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que vraiment je ferais ça ou est-ce que je ferais autre chose? Donc, je vous propose maintenant bah, de faire le point pour chacun de vous, là où vous en êtes
dans votre certification périodique. Et pour ça, je vous propose d'aller sur notre simulateur. Avec Médéré, on vous propose, on a créé pour vous un simulateur de certification périodique. Donc, je vous ai mis soit le lien dans le chat, soit vous pouvez scanner le QR code. Et l'idée, c'est que bah, vous puissiez aller là maintenant faire votre propre diagnostic. C'est très rapide, vous allez voir, vous avez quelques questions qui reprennent en fait ce qu'on a vu un peu ce soir pour faire le point sur là où vous en êtes. Et comme ça, bah, vous pouvez établir, vous allez recevoir votre diagnostic, votre proposition, enfin des propositions sur là où vous en êtes dans votre certification périodique, qu'est-ce que vous pouvez faire, et voilà, qu'est-ce qui vous reste à faire pour la remplir. Alors, pour réaliser, pendant que vous faites le petit diagnostic, voilà, que vous pouvez scanner le QR code ou cliquer sur le lien, je continue de répondre à vos questions. Donc, la question qui est arrivée, c'est pour réaliser toutes ces actions, est-ce qu'il faut continuer de la même manière avec les mêmes organismes ou cela change? Alors, bah, vous pouvez continuer de la même manière, puisque comme vous l'avez vu là ce soir, les formations DPC avec les organismes que vous connaissez, euh, avec lesquels vous fonctionnez depuis toutes ces dernières années, font partie de la certification périodique. Donc pour le moment, effectivement, les organismes DPC ou Calliope font partie de cette certification et vous pouvez continuer à vous former avec les organismes tels que Médéré. Ce qui va changer, et là où on ne sait pas encore comment ça va changer et ce qui va advenir, c'est que pour le moment, il a été annoncé que l'ANDPC fermait à la fin de l'année, donc à fin 2026. Et donc on ne sait pas, ce n'est pas encore très clair pour le moment sur ce que va devenir le côté DPC, qui était jusqu'à présent géré par l'ANDPC. Donc voilà, ça, on ne peut pas encore certifier qu'il n'y aura pas des changements encore à venir. Mais vous voyez que déjà maintenant, la certification périodique, elle est beaucoup plus claire avec ce référentiel. Mais il faut encore qu'elle se mette en place en pratique. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous laisse du coup remplir le petit simulateur de certification périodique. Et puis, je vous montre ensuite ce qui vous est proposé à la fin. Alors, on a une question qui est arrivée. Je ne sais pas comment faire pour remplir la certification périodique. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être préciser votre question? Euh, Parce que je ne saurais pas y répondre. Quand on enseigne en tant que pédiatre, est-ce que ça peut compter dans tous les blocs? Formation classique, simulation, communication thérapeutique. Alors, en tant qu'enseignant, je pense que ça ne rentre que dans le bloc un ou deux, ça dépend. Là, faut aller voir plus finement dans le référentiel, mais je pense que ça sera surtout du bloc un et du bloc 2, sauf si c'est peut-être une formation qu'on enseigne sur une formation en lien avec la relation avec les patients. Alors, on a une remarque sur le quid du financement futur. Oui, je suis d'accord avec vous pour le moment. Donc, c'est aussi l'avantage pour le moment, c'est que bah, le DPC existe toujours jusqu'à la fin de l'année. Et donc, vous savez qu'actuellement, c'est le gros avantage pour les professionnels de santé, c'est que le DPC permet à la fois que la formation euh, soit, ne soit pas payante pour le professionnel de santé et que le professionnel de santé soit indemnisé pour le temps qu'il passe en formation. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même le gros avantage du DPC et je suis d'accord avec vous que pour le moment, on ne sait pas trop ce qui va advenir.
on peut, on peut probablement se dire qu'il existera toujours du financement de la formation si elle est obligatoire, mais on ne sait pas sous quelles conditions. Alors, où commencer mon diagnostic gratuit? Eh ben, vous pouvez soit scanner le QR code à l'aide de votre téléphone portable si vous êtes sur ordinateur, ou bien je vous remets le lien dans le chat et comme ça, vous avez juste à cliquer sur le lien qui va vous renvoyer normalement directement en ligne pour remplir le simulateur. Il y a une question sur les actions de prévention pour sa santé personnelle. Effectivement, donc le bloc 4, c'est la santé du soignant. Et donc, bah, en fait, dans ces items, je vous le disais, il y a le côté, par exemple, être bien, enfin, avoir un médecin traitant déclaré et l'avoir consulté. Je ne veux pas qu'il soit déclaré, mais il faut aussi l'avoir vu. Mais il y a par exemple aussi, parfois c'est précisé pour certaines spécialités ou certains professionnels, de par exemple être bien à jour des vaccinations qui sont en lien avec son âge, d'être bien à jour des dépistages recommandés dans la population générale pour son sexe et son âge. Et donc bah, ça, c'est considéré dans la certification périodique comme le fait de faire attention à sa propre santé. Alors, pour la santé, hein, bah, du coup, ce bloc 4, effectivement, c'est la grande nouveauté hein, quand même, ce bloc 4, avec le fait de faire attention à sa propre santé. Donc, bah, ce qu'il faut faire, alors en fait, chaque CNP a bien défini ce qu'il fallait faire. Donc, soit il propose des auto-questionnaires, et donc ce sera de l'auto-déclaratif, soit vous le prouverez avec... je sais pas, par exemple, on le voyait tout à l'heure, il y avait le fait de faire du sport régulièrement. Bah, peut-être qu'il faudra montrer son abonnement à la salle de sport ou bah, peut-être qu'il faudra montrer qu'on s'est formé sur la radioprotection, qu'on s'est formé sur la santé environnementale et tout ce qui va être en lien avec voilà, le perturbateur endocrinien dont on peut se former aussi pour soi. Enfin, voilà, c'est effectivement très large et bien plus large. Et il y aura des choses déclaratives et puis des choses où il faudra amener euh, ce qu'on peut pour le prouver, j'imagine. Alors, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Alors, on a la question où remplir les actions effectuées dans chaque bloc. Ben, pour le moment, c'est plutôt à vous de garder trace des actions que vous effectuez effectivement pour chaque bloc. Mais à terme, il est prévu, et ça a été officialisé, que l'Agence du numérique en santé travaillait sur une plateforme qui synthétiserait effectivement toutes ces données. Et donc probablement que une fois que ce sera mis en place, on n'aura plus individuellement à garder en mémoire chaque action de chaque bloc, mais que tout ça sera synthétisé sur une plateforme directement en ligne. Peut-être même probablement ce qui avait été évoqué, c'est le fait que ça vienne automatiquement, enfin voilà, pour que tout ce qui est déjà très clair dans la certification périodique ben, vienne automatiquement se mettre pour chaque professionnel, pardon, dans cette base de données. Alors, la qualité des pratiques, on a la question comment remplir la qualité des pratiques. La qualité des pratiques, si vous vous souvenez, c'est le bloc 2. Et donc, bah, c'est tout ce qui va être globalement, par exemple, dans les formations que vous avez déjà fait peut-être, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle les programmes intégrés et donc qui inclut des formations avec des évaluations des pratiques professionnelles, donc tout ce qui va être audit clinique ou même gestion des risques. Voilà, tout ce qui va être vraiment axé sur ce côté, j'analyse ma pratique et je regarde si dans ma pratique, je fais des choses qui sont en lien avec les recommandations de ma profession.
Oui, alors voilà, vous avez donc dans le chat, vous avez le lien qui renvoie du coup vers le simulateur de certification périodique. Euh, et sinon, vous avez donc le QR code qui est affiché, que vous pouvez juste scanner avec l'appareil photo de votre téléphone. Il y a eu la question, est-ce que Médéré envoie à l'ordre des médecins les formations réalisées avec Médéré? Pour le moment, non, parce que pour le moment, il il n'y a pas eu cette demande de fait. Mais voilà, à voir à l'avenir comment ce sera fait. Ce sera probablement pas à l'ordre directement, mais ce sera probablement via la plateforme Ma Certif Pro Santé. Que, bah, par exemple, les organismes DPC ou Calliope pourront aller probablement incrémenter cette base de données pour les professionnels. Mais ça reste flou encore, hein. Pour le moment, c'est en travail, j'imagine, auprès de l'Agence du numérique en santé. On a la question, la participation au réseau Sentinelle peut-elle compter dans le bloc 2? Tout à fait, c'est ce qui fait, si vous vous souvenez, il y avait le côté bah, participer à un registre ou à des données. Donc oui, je pense que ce côté réseau Sentinelle rentre dans le cadre de la certification périodique. Alors, s'il y a des erreurs de nom, tout ça, c'est pas très grave hein, pour le webinaire de ce soir. Euh, Voilà, donc vous avez accès au simulateur pour faire le point vraiment bah, chacun d'entre vous, savoir déjà là un peu où est-ce que vous vous situez par rapport à la certification périodique et à ce qui vous a été présenté ce soir. Et puis comme je vous le disais, c'est bah, après réfléchir globalement, là, pour ceux qui étaient installés avant 2023, il vous reste encore 6 ans. Pour ceux qui se sont installés depuis le 1er janvier 2023, bah, potentiellement, il vous reste 3 ans pour les plus jeunes désinstallés. Ça, peut-être, je ne l'ai pas bien reprécisé tout à l'heure, mais donc, ça veut dire que chaque nouvelle. Alors, pour tous ceux qui étaient installés avant 2023, on a tous ce même cycle qui tombe sur les mêmes dates. Mais en fait, tous ceux qui se sont installés depuis 2023 et les plus jeunes installés, bah, à chaque fois, c'est au démarrage de son activité. Et donc, bah, si on a commencé en 2023, et bah, du coup, on démarre le cycle de 6 ans pour 2023. Mais si on s'est installé en 2025, bah, notre cycle de certification périodique commence en 2025. Donc potentiellement, on aura tous des cycles différents à terme. Euh, je disais ça pour dire oui, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est important juste de pouvoir prendre quelques minutes pour vous poser, faire le point sur là où vous en êtes et puis bah, du coup, programmer ce que vous voulez faire. Entre 3 et 6 ans, ça peut paraître long, mais en même temps, souvent, on est tous bien occupés avec plein de choses à faire. Et donc, c'est un peu l'idée de pouvoir se poser et réfléchir à comment on fait pour ben, avoir des soins de qualité. Je trouve que c'est aussi un moment intéressant de recul par rapport à nos pratiques où on peut être vite pris dans notre exercice quotidien et donc bah voilà, pouvoir prendre ces quelques minutes pour se poser et réfléchir sur quoi on a envie de se former, sur quelles compétences on a envie de développer, euh, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer nos relations avec les patients, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer notre propre santé. Euh, c'est ça qui est important. Alors, on a une question assez précise sur comment valider des formations continues réalisées avec des sociétés savantes américaines, comme le New England Journal of Medicine. Bah, ça, en fait, ça rentre dans tout ce qui va être hors liste. Donc, pour les médecins, souvent, c'est appelé comme action hors liste. Non, c'est nommé comme hors liste. Et puis, pour les autres professionnels de santé, souvent, c'est noté comme action libre. Donc, vous pouvez faire la demande auprès de votre CNP pour, bah, en disant, voilà, j'ai fait telle formation, est-ce que ça peut rentrer? Est-ce que vous validez le fait que ça rentre dans la certification périodique? Euh, on a des questions sur est-ce qu'on voit les DPC de chaque bloc? Où est-ce qu'on voit?
Ben, en fait, la formation, comme je vous l'ai présenté ce soir, la formation peut rentrer dans chacun des blocs. Après, ça va être la thématique de la formation DPC qui va changer en fonction du bloc. Et c'est là où parfois, une même formation, elle peut être mise soit dans le bloc 1, soit dans le bloc 2, soit dans le bloc 3, plus rarement dans le bloc 4, mais encore que, puisque vous voyez par exemple la notion de... Si on prend l'exemple des violences, de la thématique des violences, ben, on peut voir qu'elle peut rentrer dans le bloc 1 si c'est vraiment de la connaissance sur les violences faites aux femmes, par exemple. Et elle peut rentrer dans le bloc 2 si c'est une évaluation des pratiques professionnelles. Et donc, bah, comment en pratique je fais le repérage des violences chez mes patients. Mais selon aussi les professions, elles rentrent parfois dans ce bloc 3 de relations avec les patients. On l'a vu pour les sages-femmes, le fait d'aller repérer la violence chez les femmes, bah, ça rentre dans le bloc 3. Et puis la violence, elle peut aussi rentrer dans le bloc 4 parce que bah, dans ce côté, comment je fais pour gérer tout le côté voilà, accompagnement des patients dans la violence et comment je le gère moi aussi en tant que soignant. Donc voilà, il y a certaines thématiques comme ça où qu'on peut faire rentrer dans différents blocs. Et donc je pense que ça sera un petit peu après au choix de chaque professionnel aussi d'attribuer quel type de formation à quel bloc en fonction de tout ce qu'il aura fait et du panel de tout ce qu'il aura fait. C'est aussi ce qui est intéressant, je trouve, là, comme je vous l'ai présenté ce soir. Vous voyez alors, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens et ça peut sembler un peu confus, mais finalement, c'est que ça laisse aussi un grand panel de types de formation, de types d'actions, de thématiques qui sont quand même bien plus larges que là où on était parfois un peu restreint dans le DPC, euh, sur des orientations prioritaires beaucoup plus ciblées. Alors, une formation de PC avec initiation à la self-défense peut compter dans le bloc 3. Alors, je sais pas, une formation de PC, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par là, mais du coup, ben, en fait, oui, oui, ça peut rentrer dans le bloc 3 ou dans le bloc 4 d'ailleurs, sur ce côté self-défense et le côté bah, violence faite auprès des soignants. Effectivement. À mon sens, ça peut rentrer dans les deux, dans le côté relation avec les patients et dans le côté prendre soin de soi, de sa santé de soignant. Qui décide dans quel bloc entre les formations? Qui vérifie le bloc? Bah, pour le moment, à ma connaissance, je n'ai pas vu de choses claires sur qui décide dans quel bloc. Je pense que ce sera aux professionnels de dire dans quel bloc ils veulent faire rentrer. Et évidemment, derrière, vérifier par les ordres, puisque ce sont les ordres qui ont le rôle de vérification sur la certification périodique. C'est donc, vous l'avez vu, les CNP qui ont établi ce référentiel, mais du coup, hop, pardon, du coup, c'est les ordres qui vérifient derrière. Qu'est-ce qui se passe si l'on fait plusieurs actions dans le même bloc, mais il reste un ou deux sans action réalisée? Et ben en fait, l'objectif, c'est que vous ayez fait deux actions minimum dans chacun des quatre blocs. Donc, je pense que même si vous en avez fait, imaginons, huit actions, mais que toutes ces actions, elles vont dans un seul bloc, ben, vous ne validerez pas votre certification périodique. C'est là où il y a une réflexion à avoir et effectivement, quand je vous disais tout à l'heure de prendre le temps de planifier, c'est aussi effectivement dire bah, qu'est-ce que j'ai déjà fait, vers quoi je dois aller maintenant. Et c'est dans cette idée de ne pas se former toujours aux mêmes choses non plus, sur le même modèle et de la même façon. Euh, effectivement, les organismes de DPC proposent des formations sur tout ce qui est gestion des patients agressifs. Et Médéré propose cette formation. Elle sera d'ailleurs présente lors des prochaines rencontres Médéré qui se déroulent à Paris la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à contacter votre conseiller si vous en avez un chez Médéré ou aller sur le site de Médéré pour nous contacter. On vous répondra avec plaisir et on vous donnera toutes les informations. Une personne nous dit qu'elle réalise une formation de DPC en juin. À qui transmettre la déclaration de formation? Bah, en fait, pour le moment, à personne, mais il faut vous bien penser à la garder.
parce que probablement qu'à un moment donné, on vous la demandera. Mais pour le moment, effectivement, il n'y a pas d'endroit où... Enfin, pour le moment, c'est propre. Chaque professionnel doit lui-même se créer sa petite base de ressources sur les formations qu'il fait à garder en mémoire. Que se passera-t-il en cas de non-validation et quelles sanctions? Eh bien, ce sont les ordres qui décideront. C'est propre à chaque ordre. Mais effectivement, des sanctions sont prévues. Alors, les ordres ont bien spécifique, ce serait d'abord un accompagnement. Mais du coup, en cas de non-respect de la certification, il est prévu qu'il y ait des sanctions à terme. Médéré va créer des formations dans chaque bloc. Bah, Médéré a déjà des formations dans chaque bloc. Alors, comme on le soulignait tout à l'heure, c'est vrai que le bloc 4, qui est cette nouveauté de prendre soin de soi en tant que soignant, était moins développé. Et donc, effectivement, c'est l'idée aussi de développer des formations dans les blocs 3 et les blocs 4, qui sont ceux qui, jusqu'à présent, étaient probablement moins développés, mais par tous les organismes de formation. Mais en tout cas, il existe déjà à l'heure actuelle des formations pour chacun des blocs chez Médéré. Donc n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou à aller sur notre site voir les formations qui peuvent vous intéresser. Et puis vraiment, on est là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Donc, c'était l'objectif de ce webinaire ce soir et je vous remercie d'y avoir participé. Vous pourrez le revoir en replay si jamais vous avez besoin. Et puis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à contacter l'un de nos conseillers. Voilà, on est là pour ça et c'est vraiment une des choses auxquelles on s'attache de pouvoir vous accompagner dans la formation. Je vous propose de terminer ce webinaire parce qu'il est 21h31 et donc on avait dit que ça durait 1 heure. Mais merci beaucoup pour votre participation. Et puis on a une petite offre spéciale pour vous qui étiez présents ce soir à ce webinaire. Pour toute personne qui s'inscrira à une formation dans les suites de ce webinaire, et ben, on vous propose d'avoir accès à la formation Accueillir le patient malentendant en structure médicale, qui est donc une formation pour apprendre les bases de la langue des signes et qui soit adaptée aux professionnels de santé et pour pouvoir mieux communiquer avec nos patients sourds ou malentendants. Et bah, donc cette formation, elle rentre par exemple dans le bloc 3. Donc c'est ce qu'on a souhaité vous offrir pour ce soir. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on pourra se retrouver à l'occasion d'une de nos formations médérées ou bien de nos prochains webinaires qui vous seront communiqués. Bonne soirée à tous.